Et on avait beaucoup d'amis qui commençaient à se déchirer parce qu'ils ne pensaient pas du tout pareil sur certains sujets politiques ou de société, qu'importe. Et qui s'engueulaient, mais vraiment en plus, avec les algorithmes des réseaux sociaux qui ont l'habitude de te montrer constamment ce que tu aimes consommer et ce que tu as pour habitude de consommer. En fait, tu t'enfermes très très vite dans des bulles idéologiques. On parle souvent des aides publiques. Le dernier chiffre qui est sorti, c'était 211 milliards d'aides publiques aux entreprises. C'est marrant, moi j'ai plus l'impression qu'on nous prend de l'argent plutôt qu'on nous en donne venant de l'État. Moi ce que j'aime pas en France, c'est qu'on pousse les gens à réussir. On dit que c'est injuste parce que les gens n'ont pas les mêmes droits, etc. Mais quand les gens réussissent, qu'importe d'où ils viennent, on leur crache à la gueule. J'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Angleterre, c'est pas du tout la même manière de faire. Beaucoup de riches, s'ils restent aujourd'hui en France, c'est simplement parce qu'ils aiment le pays, qu'ils veulent pas le quitter. C'est pas parce que partie fiscale est hyper intéressante. Pour moi, il faudrait mettre un gestionnaire, un entrepreneur à la tête du pays. Tu as cofondé un média groupe qui s'appelle Le Crayon et aussi une agence Le Surligneur. Le Crayon, c'est un groupe média de plus de 6 millions d'abonnés tout confondus. On a un gros média de débat qui s'appelle Le Crayon qui est devenu leader sur le domaine. En fait, le concept, c'est qu'on fait des gros débats de société. On reçoit tous les courants de pensée, tous les bords politiques. Et l'idée, c'est de mélanger des gens qui se seraient jamais rencontrés en temps normal. Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, on accueille une entrepreneur qui a bouleversé et bougé les codes des médias. On accueille Sixteen. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Puisque c'est vrai qu'on est... C'est un peu bizarre, on est chez vous. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est les studios du Crayon, mais bon, on est quand même ravis de... Je suis quand même ravie d'être accueillie. Bref, on se comprend. On s'accueille mutuellement. c'est bien cela. C'est très bien. Oui, donc Sixteen, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous parler du Crayon et comment cette aventure a démarré? Bah alors, le Crayon, donc on est un groupe média digital où en gros on a deux gros médias. On a donc le média Le Crayon, même si le groupe s'appelle comme ça aussi, qui est le média leader sur le domaine du débat. On fait des gros débats de société où on reçoit tout le monde, tous les courants de pensée, tous les bords politiques, toutes les religions. Et en fait, l'idée, c'est que le constat de départ, c'était qu'autour de nous, on avait énormément d'amis. C'était un peu de temps après les Gilets jaunes qu'on a eu l'idée de monter le Crayon. Et on avait beaucoup d'amis qui commençaient à se déchirer parce qu'ils ne pensaient pas du tout pareil sur certains sujets politiques ou de société, qu'importe. Et qui s'engueulaient, mais vraiment, moi je voyais ça en cours, qui s'engueulaient, mais à cause de ça. Et moi je leur disais, mais les gars, c'est pas grave, c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes amis, on ne vous demande pas d'être d'accord sur tout. Au contraire, ce qui apporte de la richesse dans une amitié, dans une relation, c'est le fait de ne pas être d'accord sur le même sujet aussi. C'est ça qui est sympa. Oui. Et les gens s'engueulaient vachement. Et en fait, on a aussi réalisé qu'en plus, avec les algorithmes des réseaux sociaux qui ont l'habitude de te montrer constamment ce que tu aimes consommer et ce que tu as pour habitude de consommer, en fait, tu t'enfermes très très vite dans des bulles idéologiques et des bulles algorithmiques. Et on s'est dit, il faut absolument lancer un média qui en fait reçoit tout le monde. Donc ça peut chatouiller, ça peut énerver certains, parce que du coup, chez nous, tu vois des gens que tu n'as pas envie de voir ou que tu n'aurais pas aimé voir ailleurs. Mais au moins, ça te pousse à te pousser dans tes propres retranchements, parce que si tu penses quelque chose sur un sujet, mais que tu n'as jamais de contradiction, toi-même, tu ne peux jamais avoir un autre point de vue et pouvoir challenger tes propres idées. Et en plus de ça, on estime que dans une démocratie, la manière la plus saine pour réunir les gens et de jouer en collectif, c'est de débattre, c'est d'échanger. Totalement. Mais les gens n'ont pas d'espace pour échanger si déjà à la base, ils se font des caricatures sur le camp, entre guillemets, opposé par rapport à leurs idées. Donc c'est comme ça que l'idée du média est arrivée à la base. Puis on a développé une grosse agence en parallèle qui s'appelle Le Surligneur. On fait 3 trucs. Du personal branding sur les réseaux sociaux et en relations presse, de l'influence en faisant des grosses campagnes d'influence pour connecter les entreprises avec les leaders d'opinion et du coup la jeune génération, et parfois sous forme d'événementiel aussi. Et le dernier, c'est de la création de contenu, donc en fait on crée le média des entreprises sur les réseaux sociaux. Et puis on a racheté il y a 2 ans, en faisant une petite levée de fonds auprès de 25 business angels différents, les Pépites de France, qui est le plus gros média sur le domaine du tourisme, l'art de vivre, le savoir-faire à la française. Voilà, ce média est sublime, il met en avant tout ce qu'il y a de beau dans notre pays, dans vraiment le sens littéral du terme, autant des paysages que du savoir-faire et que du patrimoine. Et on s'est dit, ok, on avait très envie de racheter ce beau bébé pour le faire croître encore plus et le faire exploser. Donc voilà, en gros, pour résumer, j'essaie d'être rapide. D'accord. Tout cela fait extrêmement sens. Dans ce que tu dis, on a l'impression que vous aviez envie de recréer cet aspect forum que l'on trouvait par le passé. Ça s'est beaucoup perdu. Vous vivez comment par rapport aux critiques, aux réceptions? Est-ce que ça vous fait bouger de votre trajectoire? Est-ce que vous avez pu valider votre vision?
Comment vous vivez ça à l'heure actuelle? Honnêtement, on le vit assez bien parce que tu ne peux pas faire un média de débat et ne pas aimer recevoir des critiques. Enfin, ce serait juste pas cohérent avec la mission que tu as. En fait, nous, c'est même pas qu'un projet, c'est une vraie mission. C'est-à-dire qu'on a sincèrement envie de faire réunir les gens autour de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Parce que nous, déjà, on adore débattre entre nous. On est 4 associés, on est 4 traits différents et on est 4 avec des idées politiques qui sont pas du tout les mêmes. Donc déjà, entre nous, on adore débattre, on adore ne pas être d'accord, on adore se chatouiller avec ça. Et c'est comme ça qu'on a créé une relation de dingue. Et ça nous a énormément permis parfois de changer d'avis sur des choses. Ouais. Donc les critiques constructives, mais avec plaisir. On n'est pas parfait, on le sera jamais. Et on fera plein d'erreurs, on en refera encore. Et on en a déjà fait plein. Mais on ne pourra jamais évoluer si personne ne nous le dit. Après, les critiques un peu rageuses, il y en a plein. Parce que les gens adorent taper sur les autres au lieu de s'occuper d'eux-mêmes. Et ça, moi, entre guillemets, quand c'est des gens avec lesquels je n'aurais jamais fait de business ou avec lesquels j'aurais jamais été pote et que c'est pas des critiques constructives, c'est pas que je m'en fous, mais carrément, enfin, je veux dire, franchement, j'ai autre chose à faire. Et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est beaucoup la guerre de faire du buzz sur le dos des autres, parce que ça marche très bien. Mais en fait, super, mais c'est quoi? C'est ça ton projet de vie? C'est de vivre sur le dos des autres? En fait, moi, je suis même limite plus triste pour toi qu'autre chose, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en vrai, non, parfois, c'est un peu frustrant. Parfois, c'est des critiques qui sont vraiment fausses et infondées. Et là, tu te dis, mais honnêtement, critiquez-nous au moins sur des trucs, genre, je sais pas, vous aimez pas un certain débat, vous aimez pas des invités qu'on a reçus, je peux comprendre, mais sur des trucs qui sont faux, je suis en mode, les gars, quand même, enfin, genre, tout est facile de vérifier aujourd'hui, genre, tu vois. Donc ça, c'est un peu frustrant, mais sinon, non. Puis, on est 4, on a une équipe super, on est très bien entouré, on a des clients géniaux. Franchement, pour que ça nous embête, il faut vraiment y aller, quoi. D'accord. Est-ce que c'est un trait de caractère ou vous avez forgé cette carapace, entre guillemets, pour que ça glisse, entre guillemets Je pense qu'on l'a forgé. Il y a des gens qui doivent peut-être, qui doivent naître assez solides. Nous, franchement, je pense que c'est un mélange des deux caractères et on s'est vraiment forgé. On est 4, moi j'ai monté la boîte avec mon frère. On a tout construit de A à Z. On a vu la boîte évoluer, on a vu la boîte se construire avec une équipe et des gens géniaux qui sont partis, d'autres qui sont restés, d'autres qui sont là depuis le début. Donc en fait, je pense que ça te crée une vraie carapace qui te protège en fait de quasiment tout, honnêtement. Ok. Je rebondis sur ce que tu as dit. Vous avez vous avez créé la société à 4, notamment également avec ton frère, Valent. Comment c'est de travailler en équipe et de travailler aussi avec son frère, en fait? C'est un sujet de famille. Ouais, Donc, je vois ça. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai un autre frère aîné que j'adore, mais avec lequel je ne pourrais jamais travailler. Par contre, avec Valran, si. Donc, en tout cas, moi, c'est vraiment un truc que je dis souvent aux gens, c'est quand vous pouvez avoir l'opportunité de bosser en famille et que vous savez que ça peut bien se passer, que vous allez être ravis de vous voir tous les jours et au contraire, ça va pas être énervant, faites-le. Parce que c'est une confiance absolue et aveugle. C'est quelqu'un que tu connais parfaitement, à qui tu n'as aucun problème de montrer tes failles, qui joue hyper collectif, qui n'a aucun problème à pouvoir te dire les choses en face. Vous pouvez faire des rendez-vous à deux. Vous êtes trop fort parce que vous savez exactement comment gérer, comment communiquer sans même avoir besoin de parler. Enfin, c'est une relation qui est géniale quand tu bosses avec cette personne. Enfin, moi, quand je bosse avec mon frère, je trouve ça génial. Je pense que c'est pareil pour vous. Mais surtout, ça a un peu inculqué les valeurs de la boîte. C'est-à-dire que notre manière de faire, on est devenu pareil avec nos 2 autres associés, alors que ce ne sont pas nos frères à la base, mais en fait, c'est devenu un peu pareil aujourd'hui. Parce que non seulement on est très proches, mais en plus, on a des gros caractères, on a des grandes gueules, donc on a un peu imposé notre manière d'être, mais qui en fait est une manière d'être hyper collective, et du coup, toute la boîte est vraiment obsédée par ça. Du coup. En fait, ça a apporté beaucoup de bien. Mais moi, je recommande à tout le monde de le faire. Je ne sais pas vous comment ça se passe, mais... Nous, ça se passe aussi. Et, pour la petite anecdote, en venant, on avait un autre rendez-vous. Et j'étais pas trop content parce qu'on était en train de déborder. Et du coup, comme d'habitude, c'est moi qui ai gueulé. Et j'ai dit à Yohan, bon, on y va maintenant. On peut pas être en retard. Donc oui, on est dans... C'est moi qui finis par être en retard. Comme quoi. Pas de souci. Non, mais après, ça se passe, honnêtement, ça se passe bien. Le point intéressant, c'est-à-dire lorsqu'il y a potentiellement des désaccords, en fait, on arrive à trouver un terrain d'entente de manière assez rapide, entre guillemets. Et aussi, les choses repartent naturellement, entre guillemets. J'ai envie de dire aussi, on n'a pas le choix. C'est qui l'aîné chez vous? Bonne question. J'aurais dit toi. Et non. Je suis plus jeune de 3 ans. Ça arrive après, c'est les poils blancs. Le stress. Voilà, le stress. Mais non, c'est super de pouvoir travailler avec son grand frère dans mon cas. On a eu d'autres expériences avant à l'étranger. Ici en France, on est originaire de la Martinique. Et on s'est retrouvé sur un sujet où au départ, j'étais son CFO externalisé. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait automatiser des choses. Donc on s'est lancé ensemble. Voilà.
Trop cool. Bon, justement. Mais justement, pour revenir au groupe, nous sommes assez, je dirais, impressionnés. On a vu la société aussi grossir d'un point de vue extérieur. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on te suit et on suit ton frère. Comment ça s'est construit? Et comment vous êtes arrivé à ce groupe de 40 personnes, si je ne me trompe pas? Est-ce que ça a été naturel ou voilà? C'est une bonne question. En fait, au début, on a commencé. Moi, j'avais une idée, j'en ai parlé à Valran. Puis après, on a lancé un tout début de projet. Mais ça, c'était il y a très longtemps. C'était en 2019. Moi, j'étais encore au lycée. Après, il y a les 2 autres qui sont arrivés. Et en fait, on a voulu s'associer, créer un beaucoup plus gros projet. Et après, on a nos premières employées qui s'appellent Manon et Mathilde, qui sont encore là avec nous aujourd'hui. Donc, ça fait au moins 5 ans qu'elles sont là. Elles sont arrivées au début quand le projet n'était qu'un projet étudiant, limite. Et qui aujourd'hui sont nos 2 directrices de nos plus gros pôles. Et c'est vrai que c'est incroyable de pouvoir en fait développer une boîte avec des gens. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper drivé par l'émotionnel. J'adore travailler avec plein de gens. En plus, je suis une extravertie. Donc moi, d'avoir autour de moi des gens où ça me fait vraiment hyper plaisir de les voir au quotidien, mais ça me procure une énergie de dingue. Et ça ne veut pas dire que parfois on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas envie de se tuer les uns les autres. Bien sûr que si. Mais c'est aussi ça qui est génial, c'est que ça crée pas une famille, c'est pas le bon mot parce qu'on devient une vraie entreprise, même si au début on avait plus un mood de famille, mais ça crée un vrai collectif. Et en fait, au fur et à mesure, on a fait plein d'erreurs de recrutement, on a fait des recrutements hyper réussis. Il y a des gens qui sont partis, il y en a qui sont restés, il y en a d'autres qui sont là depuis que je les cite pas, mais il y en a qui sont là aussi depuis 3 ans. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est de voir que tu construis une aventure avec des gens où ils se rappellent aussi qu'au début on a commencé dans un mini appart qu'on nous prêtait comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est là aujourd'hui, quand on a changé de bureau, parce que ça fait une semaine qu'on a pris les nouveaux bureaux. Par exemple, pour nos plus vieux employés qui sont là et qui ont vu tout le chemin, qui ont du coup connu genre au moins 3 endroits différents de travail, voire même 4, ça fait un chemin. Elles-mêmes, elles voient que la boîte évolue aussi et en fait, elles se sentent chez elles. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les équipes soient bien quand ils vont bosser, qu'ils se sentent chez eux et qu'ils ont envie de faire partie de l'aventure. C'est pas toujours évident. Les gens sont très différents. On est quasiment une quarantaine, donc il y a forcément des gens très différents. Il y a des gens qui voient pas du tout le monde du travail de la même manière que toi. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui crée de l'enjeu. Et c'est d'ailleurs ça qui est l'un de mes plus gros enjeux au quotidien aujourd'hui, c'est vraiment de recruter et de gérer le mood de l'équipe, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ça reste une aventure quand même géniale de faire ça. Ok. Et est-ce que pour toi, est-ce que dans le groupe, est-ce que c'est le crayon qui drive la société ou pas du tout, au contraire? Est-ce que à la base, oui. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que chaque, entre guillemets, BU, donc business unit, se gère elle-même et avance elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, la visibilité du média nous donne énormément de crédibilité et permet de toucher beaucoup de gens qui, du coup, a permis à l'agence de beaucoup plus facilement émerger. Et en fait, après, on essaie surtout de chacun représenter en fait, une partie de la boîte. Moi, je représente beaucoup l'agence, principalement sur LinkedIn. Antonin, mon associé qui gère le média, il va beaucoup plus gérer la partie Le Crayon et donc parler beaucoup plus des émissions qu'il fait. En fait, on va chacun plutôt avoir une stratégie de communication qui va être orientée autour de nos activités au quotidien. Mais oui, à la base, évidemment, les médias et les communautés drivent évidemment tout le reste derrière. C'est le but. Okay. Et en termes de croissance, on a parlé de votre croissance. Il y a eu de la croissance, on va dire, organique. Et vous avez fait ce que beaucoup de boîtes en France hésitent à faire. Vous avez fait une croissance externe, une acquisition aussitôt. Comment ça vous est venu au-delà du fait d'aimer ce que les pépites de France fait à l'heure actuelle? Comment ça vous est venu d'aller directement vers une croissance externe assez tôt dans le cycle de développement de la société? En fait, j'ai un frère qui est un tout petit peu hyperactif et qui a 15 000 idées à la minute. Et donc, moi, j'arrive à le rester, à le cadrer et à le rester focus sur certains trucs. Mais lui, il avait très envie ça le chatouillait vraiment de vouloir racheter un autre média. Okay. Ça le chatouillait et il savait pas encore lequel et pourquoi et comment, mais juste, il voulait commencer à avancer, à faire un autre truc. Et là, l'opportunité de racheter les Pépites de France s'est présentée parce que l'un des 2 fondateurs est un mec qu'on connaît bien et qui nous a dit, écoutez, on pense à vendre, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Parce qu'il avait, je pensais, échanger avec Valran et Valran avait dû lui dire qu'il était chatouillé de faire autre chose, de racheter un autre truc en plus. Et c'est comme ça que c'est venu, c'est là qu'on s'est dit, ok, alors levons des fonds pour racheter cette boîte-là. On est rentable depuis le début, mais on n'avait pas assez pour racheter une boîte à ce moment-là. C'était il y a plus de 2 ans, on ne pouvait pas. Donc on s'est dit, ok, va falloir qu'on lève des fonds, va falloir qu'on trouve des BA. Est-ce qu'on fait avec un fonds? Est-ce qu'on fait avec des BA? Est-ce qu'on fait en financement participatif? Donc c'est la question.
Et après, c'est comment on le fait. Il faut bref, c'était assez compliqué et intense de franchement racheter une boîte. C'est que de la paperasse administrative, mais c'est intense. Franchement, ça prend de l'énergie, quoi, parce qu'il faut que tout le monde soit assez réactif au même moment. Donc, c'est pas évident, mais c'est vraiment venu par pure envie par pur objectif de vision de mon frère de développer la boîte. Et c'est vrai qu'on aime aller assez vite. Donc, parfois, c'est pas bien, mais parfois, c'est bien. Donc, voilà. Est-ce que ça se développe bien, du coup, puisque est-ce que c'est complètement différent du reste de l'activité ou au contraire, c'est une acquisition logique selon toi? Un peu des deux. C'est différent dans le sens où c'est assez différent en termes de ligne éditoriale et de contenu. En revanche, c'est très similaire en termes de clients. Les clients qui bossent avec les Pépites de France pourraient très bien bosser avec le surligneur comme avec le crayon. Les équipes ont quand même le même mindset et le même mood que le reste de la boîte, que pour nous c'est une BU comme une autre, donc en fait ça fait partie intégrante du groupe aujourd'hui, et donc en soi non, ça paraît très logique, et en plus la boîte, les Pépites se sont bien développées, le média a bien explosé depuis. On a une application, on a genre 500 000 utilisateurs, et quand on l'avait racheté il y en avait genre je crois 200 ou 300 000, donc c'est quand même bien monté. Donc non, le bébé a bien croît, on a carrément structuré entièrement une équipe parce qu'il y avait juste pas d'équipe, donc ça c'était super, et donc ça fait partie sans en faire partie, mais ça reste quand même évident et hyper lié parce qu'on adore notre pays, on adore le fait de réunir et d'avoir un média qui met en avant ce que la France fait de plus beau dans tous les sens du terme. Nous, ça nous convient très bien dans notre vision des choses. D'accord. Est-ce que vous avez une typologie de clients en général dans le groupe, ou au contraire, parce que je veux parler on aime bien le foot également, donc on a vu la nouvelle avec Paris FC. Non, je deviens très fan de foot. Donc, est-ce qu'il y a une typologie où, au contraire, avec la progression du groupe, cette typologie change et on passe sur d'autres types? Il n'y a pas de typologie parce que ça dépend des services que les gens veulent. C'est-à-dire que quand tu fais du personal branding en relation presse ou sur LinkedIn, généralement, ça intéresse aujourd'hui majoritairement des chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise ou des petits leaders d'opinion qui veulent devenir des plus gros leaders d'opinion mais qui ont quand même un projet à côté. Là, quand tu fais des grosses campagnes d'influence, ça intéresse quand même davantage beaucoup plus les grosses boîtes, et ça, qu'importe le secteur. Autant secteur bancaire qu'assurance, enfin, même des secteurs que tu pourrais dire, entre guillemets, pas tellement sexy pour le grand public. Et quand tu fais de l'événementiel, c'est pareil, autant les petites que les grosses boîtes. Et quand tu fais passer des boîtes qui veulent faire du brand content sur les médias, pareil, ça peut autant être une boîte petite niche dans l'investissement qu'une grosse boîte dans la santé. Enfin, franchement, toutes les boîtes, on travaille avec tous les types de secteurs, tous les types de boîtes, ça dépend juste des services qu'ils nous demandent. Des services qui sont plus adéquats pour certaines boîtes que d'autres. C'est pour ça que du coup, le groupe, tu peux travailler autant avec les Pépites de France qu'avec le surligneur, qu'avec le crayon. Enfin, en fait, tout est quand même très lié. Oui. D'accord, donc c'est complet, tout est complémentaire en fait. Et j'avais une question également sur la partie investissement. Tu as parlé d'une levée. Après, en regardant ChatGPT, on voit un chiffre, je ne sais pas si c'est vrai. Mais tu as parlé de 25 investisseurs différents, c'est bien cela? Exactement. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la culture de la société ou au contraire dans l'activité de la société ou pas du tout? En fait, quand tu lèves avec des BA, c'est du coup des business angels, c'est que tu lèves justement pour avoir des gens qui sont en fait, qui investissent en toi, mais qui sont jamais là. Si tu veux avoir vraiment des gens qui s'impliquent, tu lèves avec des fonds. Parce que là, les fonds, ils te mettent de toute façon tellement de clauses que tu as intérêt à ce qu'ils s'impliquent. Nous, des BA, en fait... comme on avait un peu trouvé le choix d'avoir plein de gens qui voulaient investir, entre guillemets, c'est souvent des gens qui ont mis de la love money ou qui croyaient au projet. Mais en fait, on ne leur parle même pas une fois par an. Déjà parce que le concept d'un business angel, c'est qu'il investit dans plein de boîtes différentes. Donc en fait, il n'a pas le temps de s'occuper vraiment de toi. Et en plus, nous, on ne voulait pas avoir des gens qui s'occupent vraiment de nous parce qu'on voulait juste surtout avoir un moyen de lever de l'argent tout court pour acheter un projet. Et à ce moment-là, on ne voulait pas lever avec de la dette. On n'était pas assez avancé en termes de rentabilité pour le faire. Donc, on s'est dit, les business angels, c'est le meilleur moyen de lever sans avoir 40 000 interlocuteurs, mais en n'ayant aucune contrainte. C'est-à-dire que qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, ça ne change rien du tout, juste avec le fait qu'on a moins de capital de la boîte. C'est juste ça la différence. D'accord. Puisque je dis ça pourquoi? Parce qu'on voit notamment dans les commentaires, on disait des gens qui disent du coup, est-ce que maintenant ils sont plus à droite ou voilà. Bien sûr. Ou est-ce que ça, justement dans les commentaires, où ils disaient les remarques négatives, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent du coup depuis cela ou est-ce que... Un peu, parce qu'on a quelques investisseurs un petit peu clivants, dont un qu'on a appris après qu'il avait un sujet politique qui est Pierre-Édouard Ferrand.
Et donc là, on se sépare officiellement de lui, et je pense que le moment où le podcast sortira, ce sera officiel, donc je le dis maintenant. On se sépare de lui officiellement parce qu'en fait, on ne veut avoir aucun investisseur qui a un projet politique, qu'il soit d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche, centre, qu'importe, on s'en fout. Moi, je veux juste pas un projet politique. Pas parce qu'il nous donne son avis sur ce qu'il fait, juste parce qu'on ne veut pas tout court en avoir. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui on n'échange jamais. C'est-à-dire que franchement, je parle à beaucoup plus d'autres investisseurs qu'on a, qui sont en fait des amis, qu'à lui. Donc en fait, c'est marrant parce que les gens se font une utopie sur comment ça se passe, s'ils savaient en fait que ça change rien du tout, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, en fait, ça nous crée trop de problèmes pour rien du tout. Donc en fait, autant s'en séparer parce que ça devient... après, ça reste toujours les gens qui veulent faire le buzz sur ton dos. Si on ne nous critique pas sur ça, on va nous critiquer sur autre chose. Et ça, je vous le dis déjà, là, on va sortir ce terrain, je vous parler ce que vous voulez, qu'on va nous critiquer sur autre chose. Parce que quand tu fais un projet qui dérange, les gens en profitent pour te tacler. Mais quand je dis les gens, ça reste une minuscule partie. C'est juste que ça peut faire vite du bruit auprès de certaines sphères sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ça passe très vite. Quand tu regardes, les gens se rendent bien vite compte que c'est un autre sujet. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des critiques parce qu'en fait, tu ne peux rien faire de conséquent sans être critiqué. C'est pas possible. Et on n'est pas parfait, donc forcément qu'on aura encore des critiques. Et moi, c'est OK. Mais je veux que ce soit des critiques qui sont vraies, qui sont constructives. Totalement. Pas des critiques pour juste faire du buzz parce que t'as pas d'idée de vidéo sur laquelle faire du buzz, quoi. Tu vois, non, mais honnêtement, moi, je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est le jeu des réseaux. Ouais, c'est assez fou. Par contre, du coup, vous avez parlé d'inclusion de nouveaux actionnaires au sein du capital. Et tu n'as pas du tout parlé de BPI ou autre, parce qu'apparemment, maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on peut trouver du financement assez rapidement en France. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez complémenté la levée de fonds avec un apport de subvention de BPI ou un autre organisme d'État, ou pas du tout? Vous avez voulu ne pas avoir accès à ces financements? Non, on n'en a pas eu. On a BPI comme client. On a travaillé avec eux sur des événements qu'on a organisés pour eux. En revanche, non. On n'a pas eu... Non, vraiment, la levée de fonds était que sur des différents business angels. Et je compte même pas des gens qui sont passés par des SPV, parce que dans ce cas-là, je vous dis, on a vraiment 45 investisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez intense. Mais non, pas du tout. Déjà parce qu'il fallait qu'on lève extrêmement vite pour acheter la boîte. Donc en fait, on avait très très peu de temps pour le faire, donc il fallait qu'on aille vite. Et les subventions, c'est des trucs où tu dois faire des dossiers, ça prend du temps, etc. Et donc non, on l'a pas fait. Et donc voilà. En vrai, par contre, mais moi je trouve ça génial ce que BPI fait, de pouvoir donner l'opportunité à des gens qui ont des projets hyper intéressants de pouvoir avoir du financement. Parce que c'est au bout d'un moment, il faut aussi parfois donner ses chances à des gens qui ne peuvent pas forcément le financer. Et ça, je trouve ça génial. Et vraiment, j'adore ce que fait la BPI pour ça. Nous, on n'en a pas fait usage, mais je reste convaincue que BPI a bien raison de le faire. OK. Justement, on parle de BPI, on parle d'investissement. J'aimerais parler notamment d'un sujet qui revient assez fréquemment en ce moment. On parle souvent des aides publiques. Le dernier chiffre qui est sorti, c'était 211 milliards d'aides publiques aux entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Et notamment, puisqu'il y a eu une émission de complément d'enquête qui est sortie récemment, qui parlait du CIR, du crédit d'impôt recherche, et que c'était majoritairement très, très, très fortement utilisé par des sociétés, notamment du CAC 40. Est-ce que tu as un avis par rapport à cela? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'est de la gabegie? C'est marrant. Moi, j'ai plus l'impression qu'on nous prend de l'argent plutôt qu'on nous en donne venant de l'État. Après, moi, je veux bien profiter des subventions de l'aide publique, mais non, en vrai. Enfin, non, je dis ça en rigolant, mais je le pense à moitié. Mais alors, moi, je pense qu'il y a quand même la majorité des subventions. C'est tellement compliqué d'avoir des subventions dans le sens qu'il faut faire tellement de dossiers, tellement de paperasse administrative que j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, on te donne de l'argent aussi facilement sans qu'il y ait une raison. Ce qui est quand même une utopie pensée par énormément de gens. En revanche, alors après, est-ce que parce que c'est une boîte du CAC 40 et qu'elle a énormément d'argent en réserve, entre guillemets, ça voudrait dire qu'elle ne devrait pas avoir bénéficié d'aide? Je sais pas, c'est pas moi qui ai tranche. Et honnêtement, s'ils en donnent à ces boîtes du CAC 40, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est aussi des boîtes qui embauchent énormément de gens, qui font quand même vivre l'économie de notre pays, qui payent énormément d'impôts. Donc, faut aussi pas oublier qu'il y a aussi ça dans le contrebalance. Moi, je suis pas forcément. Enfin, moi, je suis pour qu'il y ait des institutions comme la BPI qui font des subventions pour des projets géniaux, mais comme YouTube a aussi des process comme ça qui leur permettent de faire des subventions. Enfin, il y a plein d'institutions qui sont autant publiques que privées qui donnent des subventions. Et ça, je suis hyper pour.
parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de projets, qui n'ont pas la chance d'être bien entourés ou qui ne savent pas par où commencer. Et je trouve ça génial. Après, de ne pas le donner à n'importe qui, c'est normal, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de concret. Sinon, dans ce cas, tu donnes de l'argent à tout le monde et ça n'a aucun sens. Mais après, moi, je trouve que c'est pas forcément... En tout cas, si on peut relier ça à la dette, pour moi, c'est pas forcément là qu'il faudrait arrêter c'est pas là qu'il faudrait couper, parce que franchement, je pense qu'il y a beaucoup plus de sujets qui sont liés aux retraites ou à la sécurité sociale